Il y a de ces conteurs qui ont une mémoire impressionnante. Des conteurs qui nous bouleversent avec des histoires sensibles, mais empreintes de vérité. Kees van der Heijden est l'un de ces conteurs, un conteur d'expérience qui a toujours mille et un souvenirs d'enfance à nous raconter. J'ai le très grand plaisir de m'entretenir avec lui, pour vous, à Conteur de Parole. Bonjour Kees. Salut, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Donc, tu es conteur, mais tu as aussi été professeur, journaliste, planificateur et concepteur d'idées. Dis-moi où et quand le conte s'est frayé un chemin là-dedans? Je pense que ça a commencé très tôt, quand j'étais assez petit. Et je pense que c'est à cause de ma mère, franchement. C'est que j'allais au collège et ma mère m'écrivait, et moi je lui écrivais aussi. Et ma mère était belge, elle ne savait pas le hollandais comme il faut, et ses lettres étaient écrites, c'était difficile à lire, il fallait lire à haute voix pour les comprendre, sauf c'était tellement plein de couleurs, tellement concret, que c'était comme des histoires, là. Et j'ai pris le goût, dans cette correspondance-là avec maman, à devenir concret moi aussi. Alors, j'ai eu une espèce de piqûre pour conter des histoires. Et plus tard, ça a dû être après mon cours classique. Je pense que un moment donné, j'ai été animateur dans une colonie de vacances avec des enfants. Okay. Alors, bon, ils voulaient entendre des histoires. Alors, à ce moment, j'avais lu des livres. Alors, ce que je faisais, je prenais des histoires et je trouvais parfois 2, 3 histoires intéressantes. Je les cousais ensemble pour faire une histoire plus longue. Alors, donc, j'ai eu le fun de conter des histoires. Et, à partir de votre mère? Oui, je pense que maman était bien importante là-dedans. Elle disait, elle pouvait dire des énormités, mais c'était toujours vraiment intéressant. C'est des histoires, finalement. Ben oui, c'était merveilleux. Alors, c'est venu comme ça, et c'est allé à l'écriture plus tard, parce que j'ai écrit d'abord mes souvenirs comme enfant, et après avoir écrit mes souvenirs, j'avais écrit 3-4 livres, là. J'avais le goût d'écrire encore, mais je n'avais pas le goût d'écrire un livre. Et j'ai eu le goût à ce moment d'écrire des contes. Parce qu'au fond, tous les contes que je conte désormais depuis des années, c'est tous des contes que j'ai inventés. C'est que j'ai eu le plaisir de les écrire. Et le fun était de trouver la bonne histoire, avoir le tour de le conter pour que ce soit fun. Et ça, c'est le bout difficile, je trouvais, d'avoir une chute à la fin qui est une surprise. Oui. Un petit de punch à la fin. Oui, absolument. Alors, j'ai écrit comme ça. J'ai dû écrire 60, 70 contes jusqu'ici, là. Et parfois, quand il arrive quelque chose qui m'interroge, j'ai le goût d'écrire un conte. Parce que mes contes, c'est presque toujours pour une question que je me pose, là. Et j'essaie de jongler à ça. Et à travers le conte, j'explore en quelque sorte le problème ou la question pour voir comment s'en sortir. Et c'est comme ça que j'ai écrit des contes, beaucoup sur les choses qui me préoccupent. Par exemple, j'ai écrit beaucoup de contes de Noël, pour Noël sur la montagne, ici à Mont-Saint-Hilaire. Et c'est tous des contes qui montrent qu'il y a de grosses différences, mais qu'il y a moyen, malgré nos différences, de vivre ensemble. Donc, c'est tout des contes. C'est l'esprit de Noël, évidemment, c'est l'esprit de fraternité. Alors, je peux faire paraître dans mon conte un chevreuil qui est très fier. Mais quand même, vous explorez une espèce de problématique. Ben oui, absolument. Comment la régler. Et ça, donc, Noël, pour moi, c'est fun pour de petits contes populaires, là, très simples. Mais j'ai écrit des contes, parfois, qui étaient plus difficiles, mais que j'avais beaucoup de plaisir à écrire. Mais d'ailleurs, là-dessus, parce que plusieurs de vos livres et la plupart de vos contes, en fait, parlent de la Deuxième Guerre mondiale, puisque vous l'avez vécu, en quelque sorte. Comment parler, mais pourquoi en fait parler d'une telle tragédie dans le conte et surtout, comment en parler dans le conte? Mais évidemment, entre autres, j'ai écrit un conte qui s'intitule le sifflet du train qui ne voulait jamais cesser de siffler. En gros, c'est ça. Et au fond, c'était un conte sur un jeune Allemand qui était chauffeur de train, qui au début promenait des touristes, plus tard des soldats qui allaient au front, et à la fin, des gens qui allaient conduire dans le camp de concentration. Et ça me posait un problème. Je dis, ils vivent ça comment? Est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir quand tu as vécu ça? Parce que tu as participé au drame. Alors,
j'ai donc fait un compte pour essayer d'explorer comment ce jeune chauffeur-là, comment est-ce qu'il a vécu ça et comment il pourrait s'en sortir. Et puisque quelque part, j'étais convaincu que la seule solution après un gros drame, il faut être capable de pardonner, parce qu'autrement, tu es mangé par la colère, par la rancœur, etc. Donc, j'ai fait un compte où il y a une réconciliation, un pardon offert par ceux qui ont transporté dans le train. Là. Alors, vois-tu, j'ai donc... tourner un peu. Ah oui, oui. C'est donc un peu pour jongler sur une affaire. C'est pas toujours grave comme ça, là, mais parfois, c'est un problème un peu difficile où je dis, comment est-ce qu'il y a une solution à ça? Et mes contes ne sont jamais des espèces de grandes déclarations de grandes vérités, là. C'est bien plus une recherche. Non, mais vous explorez justement le quotidien, la réalité. Ah oui. Moi, j'ai lu La guerre dans ma cour, finalement, qui est un livre, le livre que vous avez écrit. J'ai trouvé que vous relatiez vos souvenirs d'enfance avec beaucoup de sensibilité, mais sans épargner la vérité historique. Est-ce que vous avez eu des réactions face à ce livre-là, des réflexions peut-être du public? Ah oui, absolument. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont reproché, après ce livre-là, que j'avais été trop gentil pour les Allemands. Oh. Mais je dis, écoute, je voulais être vrai. Donc, il fallait que je compte comment j'avais vécu ça. Et effectivement, au début, pour moi, c'était comme des espèces de monstres. Mais une fois qu'il était rendu dans la maison chez nous, et où je découvre qu'il y en a un de ces soldats-là, c'est un papa qui a perdu ses enfants sous les bombes, et qui pleurait, là. Il m'a montré la photo, et il pleurait. Là, tu n'es plus capable de penser comme avant. Là. Alors, donc, on peut dire, oh, tu as été gentil. Écoute, j'ai vécu ça, là. Je raconte ce que j'ai vécu. Où est la vérité? God knows. Je ne sais pas où est la vérité, mais je veux compter ça, au moins pour montrer que des grandes situations humaines, c'est des espèces de gros casse-têtes, là, avec bien des morceaux. Moi, j'ai un petit bout de ces casse-têtes-là. J'ai mis mes morceaux là-dedans. Alors, il y a d'autres morceaux qui ont une autre couleur que la mienne, sans doute. Mais pour la vérité, je ne vais pas détrôner la vérité. Non, pas ça, non, parce que là, ça ne vaut plus rien. Ton livre ne vaut rien si tu inventes des histoires. C'est bon pour la fiction, mais pour la non-fiction, tu ne vas pas inventer. Mais si je peux dire, ça fait quand même une très belle histoire, parce que justement, vous le dites comme c'est arrivé. Ah oui, c'est sûr. C'est ça. Oui. Vous dites, en fait, j'ai lu à plusieurs endroits que votre vie s'articule autour de deux grands pôles d'attraction, l'enfant et la nature. Vous dites souvent ça à plusieurs places. La nature, pour commencer, comment est-ce que ça vous influence en tant que conteur? Ah oui, beaucoup. Moi, ce qui me frappe dans la nature, évidemment, c'est le côté mystère. C'est mystérieux, la nature. Là. Et c'est une espèce... J'ai fait un compte, entre autres, sur le chaos. La nature, on a un piège chez les humains. On aime la nature quand c'est beau. Oui. C'est pas beau. Parfois, c'est pas beau, pas en tout. Non, parfois, c'est absolument un chaos épouvantable, là, à plein d'arbres morts, des affaires qui sont tombées, avec des foins qui poussent n'importe où. C'est-tu beau, ça? Non. Mais la beauté, ce n'est qu'une étiquette qu'on aime beaucoup coller sur des affaires et qui est très rassurant pour nous. Mais la nature, ben oui, parfois, c'est spectaculaire et on peut dire « Ah, c'est beau ». Mais quand c'est laid, c'est la nature pareil. Alors, j'aime ça, faire des contes qui font découvrir cette espèce d'étrange paradoxe. Mais oui, absolument. Et entre autres, le chaos, c'est que c'est un chaos, la nature. C'est épouvantable. Ils se mangent les uns les autres et il y a des... Mais c'est le cycle de la vie en même temps. Mais j'avoue qu'on regarde tout le temps le côté plus, plus romantique, plus beau de la nature. Oui, parce que comme humain, spontanément, on aime ça, des affaires qui sont bien réglées. Dans le jardin, chez toi, là, tu ne veux pas avoir plein de pissenlits avec toutes sortes de plantes qui poussent de travers, des branches qui sont tombées à terre. Non, il faut faire le ménage, il faut tondre le gazon. Les humains, ils aiment l'ordre. Nous humains. Et je blâme personne. Je réalise que depuis qu'on s'est retiré de la nature, au fond, parce qu'on n'a plus de dents, là, entre nous, là, on la regarde avec admiration et reconnaissance, mais on n'a plus de dents. Non. Et quand on va dedans, faire du camping, on apporte notre stock à manger, on apporte nos petites maisons. On ne va pas se faire une espèce de trou dans la terre pour vivre là-dedans et le matin essayer de trouver un petit animal à manger. Non, 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 non. Nous, humains, on s'est créé une société et là, le plus possible, c'est bien organisé et c'est beau selon nos critères.
la nature, c'est rarement comme ça. Alors, cette femme de faire des comptes là-dessus pour, pour nous faire jongler un peu. Mais oui, faire réfléchir. Oui, oui, c'est ça. Et là aussi, je n'ai pas de vérité à compter, là, pas du tout. Je constate des affaires. Puis vous Alors, le racontez. je compte des histoires amusantes qui font dire « Oh, je n'ai pas pensé à ça. » Oui, c'est vrai. Mais oui, Ouais. donc la nature, ça m'inspire. Et je trouve que c'est quand même absolument fabuleux, la vitalité, là, comme la nature réussit à survivre malgré tout. Là. Et en même La temps, force qu'elle a et tout. ben oui. Et en même temps, la nature se fout de nous autres complètement. Hein? On trouve fait fret. La nature ne veut rien savoir, franchement. Un tsunami, il n'y a pas quelque part la nature qui se pose une question. Est-ce que je devrais, oui ou non, envahir ce territoire et tuer... Ça peut autant être très calme que violent. La nature, c'est un mélange de violence et d'incroyable vitalité. Moi, je ne voulais pas de cette rébellion. Je dis que le temps est venu. Je vous conseille de mettre de côté vos plats et vos cuillères d'étain, afin de les fondre pour en faire des balles. C'est là même, sur le site de l'Assemblée des 6 comtés, que mon frère est mort. Mourir pour sa patrie, mourir pour la liberté. Il en aurait été content. Concitoyens, j'entends vos doléances. Je partage vos doléances. Et face à la cruauté, face à la corruption et face à l'injustice, l'honnête homme se dresse. Le temps des discours est passé. C'est du plan qu'il faut envoyer maintenant à nos ennemis. Vive la liberté! Vive la liberté! J'en voulais pas de cette cause-là. Moi, je voulais sauver des âmes. Mais si je voulais sauver la mienne et celle de mon peuple, je n'avais pas d'autre choix. J'ai pris le fusil de François dans la carriole et fait ce que j'avais à faire. On a tous combattu. Je dois commencer par une petite excuse. Je ne vous conterai pas une histoire, mais quelque chose que j'ai vécu et que je ne pourrai jamais oublier. Je suis allé aux Pays-Bas il y a quelques semaines pour le tournage d'un film. Et j'ai revu la maison où j'avais vécu enfant. Entre autres, j'ai vu la terrasse. Et il y a un souvenir que j'ai de cette terrasse-là que j'oublierai jamais. C'est un souvenir, quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais encore un petit gars. J'avais 11 ans. Et c'était la 4e année de l'occupation allemande en Hollande. On avait eu des Allemands pendant 4 ans, une occupation brutale. Et c'était le pire temps en plus pour chez nous, la famille, parce que c'était le mois de septembre 1944, c'est le moment où notre propre maison était occupée par les soldats allemands. La maison était pleine de soldats, j'entendais les coups de botte à terre, j'entendais leur voix qui étaient comme des jappements. Ils disaient « Raus !» quand ils voulaient qu'on sorte. Pour moi, c'était le pire moment. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. C'est qu'à tous les matins, à 10 heures, c'était l'heure du survol des bombardiers américains qui s'en allaient pour bombarder l'Allemagne. À tous les matins, à 10 heures, le ciel était noir d'avions, de gros bombardiers américains. Et je me rappelle, pour moi, c'était un moment bien important, d'autant plus qu'il y avait des Allemands dans la maison, c'est que j'appelais toujours à ce moment-là mon ami Léo, qui habitait à côté de chez nous, et je sortais dehors pour voir le ciel comme il faut. On avait une espèce de terrasse devant la maison. On s'assoyait tous les deux au coin de la terrasse parce qu'on avait une vue magnifique sur le ciel. On voyait tous ces bombardiers-là. Et je me rappelle, on se disait entre nous, les cochons, parce qu'on les appelait les cochons des Allemands, les cochons, ils vont finir par se faire battre. Alors, on faisait un petit jeu à ce moment-là, bien innocent, à tous les matins.
on essayait de compter les avions. Il y en avait tellement, on n'a jamais été capable de compter, mais on voulait à tous les jours essayer de compter. Alors, j'étais avec Léo, tous les deux, on était en train de compter. Je ne me rappelle pas trop où on était rendu. 16, 17, 18, 19, 9, 20. Et tout à coup, on entend un cri en allemand qui vient de l'autre extrémité de la terrasse. « Here !» Je dis, Léo, il y a un Allemand qui nous appelle. Il dit, on n'écoute pas les Allemands, là. On regarde de beaux bombardiers américains qui vont bombarder l'armée allemande. Oh, oui, tu as raison, on continue. Alors, on continue à compter, on était rendu, je ne sais pas trop, 24, 25, 26, 27. Et tout à coup, le même Allemand crie 2 fois plus fort, « Come here !» Alors, je regardais et je voyais un Allemand qui était là, à l'autre extrémité de la terrasse, qui avait l'air frustré et qui nous a fait signe de venir. Je dis, Léo, viens-t'en. On est partis tous les deux à l'autre extrémité de la terrasse. Je ne voulais pas le regarder. Le soldat était ici, j'étais ici, Léo était à côté de moi. Mais je regardais du coin de l'œil parce que je voyais que le soldat, il fouillait dans sa poche. Et je regarde, qu'est-ce qu'il fait là? Et tout à coup, je vois qu'il sort de sa poche un portefeuille. Et il sort de son portefeuille une photo. Il se tourne vers nous avec la photo. Alors, Léo et moi, on regarde la photo. Bon, c'était bien ordinaire, là. C'était un papa, une maman et 5 enfants. Bon, une petite famille allemande. On a dit, oui. Alors, le soldat, il tient sa photo et il fait comme ça. Comme pour nous dire, je suis sur la photo. Je me rappelle, on regarde, il n'est pas sur la photo, là. On regarde la photo. Papa, maman, 5 enfants, il passe sur la photo. Alors, il a bien vu qu'on n'a pas compris. Il met son doigt sur lui, sur la photo, encore sur lui, pour qu'on comprenne que c'était lui qui était le papa avec ses enfants. Alors, Léo et moi, on regarde le papa sur la photo, on regarde le soldat, le papa. Ben oui, c'était vrai, ça. Mais quoi? Un soldat comme ça qui a pris notre maison, qui était avec d'autres soldats qui ont pris notre pays, et qui dit « Raus !» Il est un papa en même temps. Ça, on n'avait jamais pensé à ça. Alors on regarde comme il faut. Ben oui, c'est un papa. Alors on regarde la photo, et tout à coup, on voit que la photo tremble un peu. On regarde le soldat, et on dirait qu'il avait l'air comme... C'est comme s'il avait l'air un peu triste. Il nous regarde, et qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci? Il pointe vers les bombardiers américains. Ensuite, il pointe l'Allemagne qui est là. Ensuite, il revient à sa photo. Il nous dit un petit mot en allemand qu'on connaissait. Kaputt. Et pour nous, kaputt, on savait que ça voulait dire brisé, fini. Et on n'a pas compris. On regardait les photos. Est-ce que la photo est kaputt? Ah non, on regarde le soldat. Mais il pleurait. Il y avait de la larme qui coulait sur son visage. Il va l'air tout à l'envers. Il tient toujours sa photo. Sauf qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci? Il pointe vers le bombardier. Il pointe vers son pays, l'Allemagne. Il revient à la photo. Il fait comme ça. Il nous montre la photo. Il met son doigt sur sa femme, sur chacun de ses 5 enfants. Et en pleurant, il fait comme ça. Kaputt. Ganz kaputt. Et tout à coup, on s'est rendu compte, Léo et moi, que ces 5 enfants étaient morts sous les bombes de nos amis. Et on ne comprenait plus rien. On regardait le soldat. C'était plus un cochon. C'était plus un soldat. C'était un papa qui n'avait plus rien, qui avait tout perdu. On ne savait pas quoi faire. Je me rappelle, on s'était sauvés derrière la maison. On se disait, oui, mais les bombardiers, les autres, ils bombardent l'armée, là. Mais ils jettent aussi des bombes sur des gens qui n'ont rien fait. On a compris quelque chose, nous deux, à ce moment-là, que la guerre, c'était pas ce qu'on pensait. C'était pas la bataille entre les bons et les méchants. C'était une affaire triste où il y avait des papas d'un côté qui avaient l'air de tuer les enfants de l'autre côté et des papas de l'autre côté. C'était une affaire plus triste qu'on n'avait jamais vue. On avait hâte que ça finisse. On n'était plus capable de regarder les bombardiers de la même façon. Pour nous, la guerre, c'est comme s'il n'y avait personne qui gagnait là-dedans. Tout le monde était
était triste, tout le monde perdait. Alors, même si j'étais rien qu'un petit gars de 11 ans, je pense que j'ai quand même pigé quelque chose comme enfant, qui était le fond triste de ce que c'est vraiment la guerre, où personne ne gagne. Alors, c'est pas pour rien quand, après la guerre, maman a décidé d'accueillir chez nous un enfant allemand, que j'étais content. Je me rappelais de 5 enfants, de ce soldat-là, de ce papa-là, qui étaient tous morts et qui n'avaient rien fait. C'était des enfants allemands. Mais la petite Allemande que maman a accueillie chez nous, elle non plus. Elle venait peut-être du pays de l'ennemi, mais elle n'avait pas fait de la guerre. Elle est devenue comme notre petite sœur et je pense qu'elle a tricoté avec nous, entre enfants hollandais et enfants allemands, un petit peu la paix ensemble. Ça a été comme le début d'une réconciliation. Voilà. Parlons de l'enfant maintenant, parce que, Oui. parce que vous avez été professeur, mais aussi, ce que je ne savais pas, en fait, vous avez travaillé à la promotion de la qualité des émissions télévisées oui. pour enfants Je au trouve- Canada pendant 10 ans. Ah oui, même à l'étranger. Oui. Qu'est-ce que Oui, vous je voulez mets- transmettre Oui, aux c'est enfants? amusant parce que j'ai toujours été préoccupé. J'ai dit, on fait beaucoup d'efforts pour avoir des bonnes émissions pour adultes. Est-ce qu'on apporte autant d'attention aux émissions pour enfants? Et les gens, ils brandissaient tout le temps l'étiquette qualité. Il faut des... Je dis, c'est quoi ça, la qualité? C'est quoi, là? bon, oui? Alors, on discutait, c'est quoi la qualité? Et j'écoute, je vais m'essayer. Je ne dis pas que je vais le trouver. Je vais essayer de trouver un genre de définition de qualité en émission pour enfants. Alors, j'avais fait une liste, une dizaine de critères qui, selon moi, étaient des critères de qualité en émission pour enfants. Et on a eu une discussion là-dessus. Ils ont dit, c'est intéressant ça. C'est devenu une charte Oui. qui a été adoptée par 75 télévisions dans le monde. Et on s'en servait désormais quand on évaluait des émissions pour voir s'il y avait un festival pour donner des prix. Alors, on se servait de ces critères-là aussi. Alors, je suis content d'avoir contribué à ça, comme j'ai contribué aussi aux émissions pour enfants pour le devoir. OK. Allo Prof, c'est moi qui partis Allo Prof, qui a même trouvé le nom, Allo Prof. Oh. Oui, parce que je voulais que ce soit une communication entre l'enfant et le prof. Et comment? Par le téléphone. Donc, l'initiative, c'est l'enfant. Il prend le téléphone et dit « Allô, prof? » Je voulais ça. Je ne voulais pas que ce soit... Un contact direct. En Oui, je trouvais ça plus... Alors, j'avais suggéré d'appeler ça « Allô, prof ». Ah, bien, ils l'ont accepté. Ben oui. Et ils ont mis sur... Ah, ben, ça a été long, parce qu'au début, j'ai essayé de convaincre Radio-Québec de mettre ça sur pied tout de suite. Là. Bon, ça n'a pas marché tout de suite, mais ça finit par décoller quand même. Et je suis bien fier quand je vois aujourd'hui Allo Prof. Bon, Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de raconter des histoires aux enfants, justement, de conter pour les enfants? Mais très franchement, c'est partager des valeurs ensemble. Au fond, c'est un peu ça. Là. Quand je raconte mes histoires de la guerre, c'est pas pour qu'ils apprennent que les Allemands étaient méchants, etc. Non, pour montrer comment on se défend, qu'est-ce qu'on fait, et comment c'est plus compliqué qu'on pense. Parce que c'est tellement défini, l'histoire, entre autres, de la guerre, en noir et blanc. Il y a les bons, les méchants. Et il y a les films américains qu'on voit, mais oui, à partir de mais la ça, réalité n'est pas non. comme ça. C'est pas blanc et noir du tout. Je me suis rendu compte, même comme petit cul, là, les soldats qui étaient dans la maison, pour moi, au début, c'était des monstres ou des loups qui avaient envie de la maison. Mais je me rends compte tout à coup que le cuisinier, c'est un général avec son état-major, que le cuisinier, le général, il nous laissait de la viande sur la table de la cuisine. Moi, je ne comprenais plus rien. Écoute, c'est des monstres, ça? Pourquoi ils font ça? Pour moi, il fallait que tout soit monstrueux. Et tout n'était pas monstrueux. Quand, à un moment donné, j'ai eu l'audace d'examiner la voiture du général, qui était une voiture amphibie, assez extraordinaire pour un enfant. Là, écoute, je trouvais que c'était cool. Tout
tout à coup, le général était là. J'étais sûr qu'il allait me gifler. Pas du tout. Il finalement? m'a fait un clin d'œil. Ah oui? Là, tu comprends plus rien. C'est méchant. Pourquoi il me fait un clin d'œil, là? Alors, je ne suis pas devenu sympathique à l'égard des Allemands qui étaient à la maison, mais il y avait tout à coup un doute. C'était plus quoi? Et nos amis? Mais c'est bon les parce bombardiers que, à tous les jours? parce que ce nos point de amis? vue-là, on le voit pas, on l'entend pas non plus. Donc, c'est bon que vous le racontiez puis Mais que oui. vous le... Oui, c'est ça qu'il transmettiez faut aux qu'ils se enfants. rendent compte. Ils veulent qu'ils se rendent compte que c'est tout pas mal compliqué et qu'il y a malgré tout moyen de s'en sortir. Parce que je dis, quand on regarde tout ce que tu as vécu, et malgré ça, après la guerre, il y a une espèce de miracle qui arrive parce que ta maman accueille une petite Allemande chez toi qui devient comme ta petite sœur. Wow! Ça veut dire... Les frontières, les limites n'existent Non, plus. il y a moyen de dans s'en sortir. l'enfance, Et hein. aussi, ce qui est beau, ce que j'ai trouvé, c'est grâce aux enfants. C'est une petite fille, là, elle avait 8 ans, là, c'est comme ma petite sœur. Là. C'est un peu à travers les enfants que cette paix s'est tricotée, pour ainsi dire. Et ça, aussi, je veux leur dire, écoutez, vous n'avez pas d'idée de la force que vous avez pour faire des bonnes affaires ensemble. Et parfois, je dis, c'est plus facile pour un enfant que pour les adultes. La vie, c'est comme si on avait des valises à porter. Souvent, les parents ont des grosses valises à porter. Nos valises sont plus petites. Et à cause de ça, on est parfois capable d'arranger des affaires que les parents ont de la difficulté à arranger. Alors, je veux leur montrer la force qu'ils ont. Ouais. Merci beaucoup, Case, pour ces sages paroles. Ça me fait plaisir.